On va parler d'équipement maintenant. L'équipement qui se révolutionne aussi. On a tous de plus en plus d'équipements pour courir, notamment. Ça, c'est pour les sportifs du dimanche. Mais les sportifs de haut niveau l'utilisent aussi pour améliorer leur performance. Et ça va être le thème de notre prochaine table ronde. Matériel et équipement sportif. Quelle place pour l'innovation avec, s'il vous plaît, de retour chez lui à la maison, Eric Abidal, directeur sportif du FC Barcelone. Ancien joueur de l'Olympique lyonnais, bien sûr. Wendy Renard, locale de l'étape aussi, footballeuse internationale. Elle porte le maillot de l'Olympique lyonnais depuis le 1er juillet 2006. Marc-Henri Bossir est avec nous. Il est le PDG du Coq Sportif. Merci beaucoup Marc-Henri d'être là. Adrien Marc, chargé de la valorisation de la recherche à l'INSEP. Et enfin Florian Miguet, CEO de la start-up Clim8. Merci à vous tous. Encore un joli plateau et un gros palmarès, enfin surtout sur la droite, je ne sais pas pour vous, mais vous êtes peut-être des sportifs de très haut niveau que j'ignore. Wendy Renard, merci beaucoup Wendy d'être avec nous aujourd'hui pour parler innovation dans le sport en pleine semaine de préparation de match. Petit déplacement à Guingamp qui se profile samedi. On vous souhaite le meilleur pour ce déplacement. Merci. Wendy, est-ce que vous êtes très tech? Est-ce que dans le vestiaire, c'est toujours Wendy Renard qui a le dernier équipement en date, le nouveau téléphone, l'appli qui va bien pour mesurer tout ce qu'il faut mesurer sur un terrain, ou pas du tout? Très tech, oui, parce que c'est important aussi de se mettre à la page. Après, dire que c'est moi dans le vestiaire qui tient un peu la dernière technologie, non. Mais en tout cas, oui, c'est important comme j'ai dit, de se mettre à la page et surtout, comme disent les jeunes, il faut se mettre tout simplement comme tout le monde. Est-ce que vous utilisez les chiffres, les datas, les stats? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous regardez précisément après les matchs? Aujourd'hui, on n'a pas le choix parce qu'on a un préparateur physique qui travaille beaucoup avec. Et je trouve que c'est super intéressant pour nous, joueuses, parce que ça te pousse au quotidien à donner le meilleur de toi-même. Et étant donné qu'il a les données en direct, tu ne peux pas tricher. Donc si tu triches, tu passes aussi à faire du fractionné derrière. Donc non, je trouve tout simplement... Déjà pour le préparateur physique, c'est intéressant parce qu'il peut adapter aussi les séances en fonction de ses joueuses et de nos capacités, parce que nous sommes toutes différentes. Et ça, c'est super bien parce que tu travailles vraiment précisément et ton travail il est bénéfique pour chaque joueuse. Eric Abidal, la carrière de joueur, elle est un petit peu plus loin que celle de Wendy. On évoquera dans quelques minutes votre rôle actuel au sein du FC Barcelone. On revient sur cette carrière, avec notamment ce passage ici, à l'Olympique lyonnais, entre 2004 et 2007. Tout au long de ces années, comment vous avez perçu tout l'aspect technologique, le matériel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait? Et est-ce que vous avez vu surtout une grosse évolution entre le début et la fin de carrière? Bonjour à tous. Effectivement, je pense qu'il y a eu énormément d'évolution dans le sport en général, mais surtout dans le football qui reste un sport populaire. À mon époque, bien sûr, ça date des années 2000, on était surtout axé sur les chaussures avec des grands crampons, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir des terrains synthétiques, etc. Aujourd'hui, les grandes marques comme Coq Sportif ou d'autres adaptent les chaussures, le confort, mais surtout la chaussure au terrain, que ce soit du synthétique ou hybride ou simplement de la pelouse naturelle. Mais c'est vrai que par rapport aux joueurs, et je pense que Wendy est bien placée pour le savoir, l'important pour nous, ça restait le confort. On n'était pas là pour la technologie ou autre. À partir du moment où on se sentait bien dans ses baskets et bien dans son kit, le reste était à nous de prouver sur les pelouses. Alors vous restez sportif avant tout quand même. Est-ce que l'innovation a révolutionné finalement votre sport, a changé des choses au point de changer la façon dont vous jouez? Jouer, je ne suis pas sûr. Après, bien sûr, on a eu Raoul qui est analyste au club, qui lui nous apporte des informations sur les équipes adverses. Maintenant, je vais dire que c'est un avantage pour se connaître
personnellement, savoir si on était performant, essayer de continuer à grandir dans la performance, que ce soit les accélérations, les passes ratées ou loupées ou les buts. Mais je veux dire que c'est bien pour nous, c'est bien pour le sport, et je pense que ça va encore évoluer. On a vu à vitesse grand V ce qui s'est passé entre les années 2000 et aujourd'hui, et je pense que dans 10 ans, ce sera encore plus fort. C'est quoi qui a le plus changé parce que bon, pendant les matchs, oui, il y a de la vidéo, il y a de plus en plus de data. Est-ce que c'est pas finalement la façon de s'entraîner vous me le disiez l'autre jour, les plots, c'est un peu has-been, on s'entraîne plus comme ça maintenant, on fait différemment. Est-ce que c'est pas justement dans la phase d'entraînement et de préparation que la technologie a le plus investi le terrain finalement? Je veux dire qu'on s'est surtout adapté. À l'époque, c'était plutôt un travail collectif. Avec des joueurs. Aujourd'hui, c'est un travail individuel dans le collectif. Il faut pouvoir, je pense, pour chaque joueur, répéter des actions. Et ces actions-là, pendant les matchs, tu dois aussi les travailler à l'entraînement. Et il y a d'autres joueurs qui ne sont pas capables de le faire, donc essayer de faire un spécifique pour chacun. Bien sûr, au quotidien, c'est pas facile, parce que l'entraîneur doit gérer 25 joueurs ou 25 joueuses. Mais voilà, je pense que la finalité reste le terrain et d'essayer d'avoir les joueurs les plus performants. Wendy, vous accordez de l'importance à l'équipement pur, les chaussures, les maillots. Est-ce que quand vous recevez vos nouveaux maillots, justement, vous les testez, vous regardez si vous êtes confortable dedans? Oui. Vous voyez la différence peut-être aussi selon les évolutions d'année en année? Au niveau des chaussures, oui. Comme il a dit Eric, à l'époque, les chaussures, elles étaient super lourdes. Et maintenant, elles sont de plus en plus légères et au niveau du confort, on est beaucoup mieux dedans. Après, nous sommes encore plus des femmes, donc on fait attention plus aux détails. Aux couleurs et tout, ou pas seulement? Ouais, à la coupe, comment ça fait, en fait, comment ça nous prend simplement, si on est belle ou pas dedans. mais après, non, ça n'a pas trop d'importance. Je pense que, en tout cas, oui, j'ai vu l'évolution, en tout cas depuis que moi je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais et maintenant. Adidas a beaucoup progressé sur la coupe et surtout la texture du maillot. Donc oui, c'est bien, et je trouve que plus on va avancer, plus ça va encore évoluer, parce que, encore une fois, la nouvelle technologie vous oblige à être en réflexion permanente et à vous remettre en question pour chercher d'autres solutions. Quand on parle des chaussures, elles étaient plus lourdes avant, elles sont plus légères aujourd'hui. Ça change la façon de jouer? T'es beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que par exemple l'hiver... Moi non, mais toi c'est vrai que l'hiver, en tout cas, quand tu as des terrains assez gras et que tu avais une paire de chaussures qui pèse, ça pouvait être... en fait, les conséquences derrière, tu as beaucoup plus de courbatures au niveau du dos, au niveau des jambes tout simplement. Là, c'est vrai qu'on a des chaussures qui sont adaptées, beaucoup plus légères et c'est beaucoup plus facile. Après, on a toujours des courbatures, mais c'est pas ça qui change quoi que ce soit. Mais en tout cas, oui, on sent qu'il y a une évolution au niveau des chaussures. Parce que même moi, je les garde et je vois la différence d'année en année, donc c'est cool. Marc-Henri Bossière, vous êtes le PDG du Coq Sportif. Quelle est votre démarche à vous en tant que marque lorsque vous imaginez, lorsque vous pensez de nouveaux produits? Alors tout d'abord, c'est l'humain qui est au centre de tout. On l'a vu et entendu tout à l'heure aussi avec Capgemini, qui dit que les évolutions peuvent se baser que quand l'humain accepte ou que les organisations acceptent cette évolution. Et c'est vrai pour un sportif. Et donc on a pris un biais qui est l'écologie, tout simplement, parce qu'on pense que de plus en plus les jeunes qui arrivent maîtrisent les technologies, ont des possibilités technologiques à l'entraînement, avec des datas, avec toute une série de choses. Et notre partie à nous, c'est de dire on va leur donner un produit qui fait du sens et dans lequel ils se sentent bien. On parle toujours d'énergie, notre corps est fait d'énergie, nos mouvements sont faits d'énergie et nous on essaie de penser que le maillot va donner une énergie positive. Et donc les matières, la coupe, se sentir beau, se sentir bien, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on est vraiment parti sur ce biais-là, ressources naturelles, voilà, renouvelable et naturel.
Ça, c'est important aujourd'hui, Wendy. C'est ce que vient de dire Marc-Henri. On fait attention à ça, à être un peu plus green, à être un peu plus naturel dans ce qu'on porte, notamment. Après, nous, on est des femmes, donc on fait encore plus attention, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Donc, ouais, les hommes aussi, mais je trouve que nous, on est Eric encore aussi, plus oui, fais attention. pointilleux. Un peu moins. Il y en a, ouais, voilà, la preuve. Mais non, en tout cas, non, c'est vrai qu'on fait attention à tout. Et en tout cas, d'une saison à l'autre, on peut dire qu'est-ce qui a changé sur le maillot, parce que nous, on observe tout. Et en tout cas, moi, j'observe tout, je vois tout. Et c'est vrai que ouais, j'ai vu l'évolution, en tout cas, du maillot. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise avec ça. Attentif aussi à la planète, c'est important dans notre consommation. Adrien Marc, vous êtes chargé de la valorisation de la recherche à l'INSEP et parmi vos missions, vous développez l'Open Innovation. Alors concrètement, ça consiste en quoi? Houston, we still have a problem. Comme vous pouvez le voir, j'ai un terrible accent anglais. Bonjour. Mais en français, ça sera très bien. D'accord. Pour tout le monde. En fait, c'est un article de Martin Buchheit sorti en 2017, Houston, we still have a problem, et qui montre en fait les difficultés en fait d'interface entre la communauté sportive et la communauté de la recherche et de développement. En fait, on voit qu'il y a une difficulté à échanger sur les problématiques en commun, etc. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des nouvelles interfaces en place. Et en fait, c'est génial en ce moment parce que c'est les Jeux Olympiques à Paris en 2024, la Coupe du Monde de rugby aussi en 2023 en France. Et il y a plein de gens émerveillés et plein de gens qui ont envie de travailler sur ces problématiques de la haute performance. Et donc, il y a plein d'interfaces qui sont en train de se mettre en place, notamment des réseaux avec, par exemple, le Réseau national d'accompagnement scientifique, dont Jean-François Robin est le responsable, le CNRS aussi qui se mobilise, l'INRIA, le CEA, et l'INSEP est vraiment un endroit privilégié aussi pour être une interface. C'est 800 athlètes au quotidien qui s'entraînent à l'INSEP, 26 fédérations, 300 entraîneurs et plus de 300 agents au quotidien qui travaillent à l'INSEP. Et donc on veut vraiment faire de l'INSEP un terrain d'expérimentation et d'innovation, donc d'open innovation. Donc c'est vraiment s'ouvrir en fait aux entreprises extérieures, aux chercheurs extérieurs, pour travailler au plus près des besoins des athlètes au quotidien. Ça veut dire qu'on fait des tests, on est une terre d'exploration, d'expérimentation pour les startups à l'INSEP? Complètement. L'idée, en fait, on avait beaucoup de startups qui venaient avec des produits qui ne sont pas toujours fiables. L'idée, c'est de les rencontrer, de les accompagner, de voir si elles sont pertinentes ou non pour la performance, et ceux qui ont vraiment un impact et de la pertinence en termes de fiabilité, de les accompagner, de les rencontrer, de faire des démonstrations de ces produits, comme peut-être Climate prochainement à l'INSEP, pour voir si le produit peut être intéressant pour les différentes fédérations présentes. Les sportifs sont en demande de ça? Tout à fait, ils ont toujours envie de tester des nouveaux produits. Et en fait, ce qu'on va faire, on va essayer vraiment de mettre différentes interfaces en place, c'est-à-dire un espace de coworking pour accueillir les chercheurs et les entreprises qui puissent venir vraiment travailler au plus près des sportifs, les rencontrer, échanger sur leurs besoins, comprendre quelle est vraiment l'attente des sportifs. Donc c'est vraiment repartir sur des produits centrés usagers et faire évoluer ces produits. Mais on va aussi mettre plein de choses sympas en place, comme des hackathons pour stimuler l'innovation, où on invitera les sportifs, les chercheurs, les entreprises à travailler ensemble pour échanger et partager des bons moments conviviaux ensemble. Climate, prochainement, peut-être, on vous le souhaite, du côté de l'INSEP, Florian Miguet, start-up spécialisée dans le vêtement intelligent. Tiens, c'est quoi donc un vêtement intelligent? Alors bonjour à tous. Un vêtement intelligent, c'est un vêtement autonome. La présentation un petit peu d'avant de Raoul, vous avez vu un vêtement qui remonte de la data. Donc c'était des sportifs de très haut niveau. Ça vous informe des informations que les data scientists analysent pour mieux optimiser. C'est très adapté pour le sportif de très haut niveau. Le vêtement intelligent, c'est un vêtement qui est autonome. Donc en fait, c'est le vêtement, c'est l'étape d'après. C'est le vêtement reçoit des informations du corps de l'athlète ou de l'utilisateur et il réagit par rapport à l'activité qu'il est en train de faire, par rapport à l'environnement dans lequel il est. Et il dépend en fait, et ça permet en fait d'avoir un vêtement qui est complètement autonome pour répondre à la discussion de se dire aujourd'hui quand je fais mon activité je vais être confortable, et on peut être de très haut niveau, de milieu de niveau ou de bas niveau comme vous êtes certains ici. On a tous ce besoin de confort, ça c'est la clé. Deuxièmement, le vêtement intelligent, s'il va marcher, il faut qu'il soit joli, donc il faut qu'il soit invisible. Donc on va mettre des éléments d'électronique, des choses qui généralement sont interdites dans du textile, mais il faut que ça soit pas visible à l'œil nu et surtout qui ne dénature pas quand mon mouvement ou quand je sue. Voilà, donc ça c'est un peu le... Et troisièmement, il faut clairement qu'il soit aussi intelligence, mais il faut que ça soit aussi abordable. Parce qu'avoir un vêtement intelligent à 500 €, il n'y a personne qui peut quasiment se permettre.
On y reviendra sur l'aspect du coût. Évidemment, on va peut-être regarder une petite vidéo pour qu'on voit rapidement, quarantaine de secondes, ce qu'est le vêtement intelligent. On regarde, on en reparle juste après. Alors on en dit un petit peu plus. En gros, on va courir, on transpire, on a froid, le vêtement s'adapte, on a chaud, il s'adapte aussi. Voilà, alors l'exemple par exemple de courir, on rentre dans des mois où ça devient de plus en plus difficile d'aller faire son petit jogging quotidien pour certains, voire 2 fois par semaine pour d'autres. Biannuel pour certains, exactement. Dans l'idée, c'est de se dire les 10 premières minutes, j'ai 2 choix en fait. Soit je pars et je me mets 2 couches et je vais être plutôt bien au début, mais au bout de 10 minutes à un quart d'heure, je vais avoir un peu trop chaud. Et je veux dire, bon, je vais galérer un petit peu avec, ça va pas être très intéressant. Soit je pars avec une couche en moins et je sais que les 10-15 premières minutes vont être un peu difficiles, mais après je serai serein. L'idée en fait, c'est vraiment de coupler ces deux, se dire qu'aujourd'hui un vêtement il est capable de faire ces 2 couches quand j'en ai besoin, ces 10 premières minutes, le temps que je sorte de chez moi, que mon corps génère de la température, et dès que je génère suffisamment la température, le système s'arrête et va se réactiver uniquement à la fin quand je commence à m'étirer ou quand je commence vraiment à en avoir un besoin. Il est plus lourd, le t-shirt ? Tout à l'heure, on parlait des chaussures qui sont plus lourdes, moins lourdes. Est-ce que là, on sent qu'on a un truc sur le dos ? Alors, on a des technologies, aujourd'hui, ça fait 40 grammes, les petits modules. Donc, ça sent... Et c'est là toute la pertinence, c'est en fait d'avoir plus on a un système intelligent, moins vous avez besoin de sources d'énergie, donc moins vous avez besoin de grosses briques de batterie. Et c'est là où ça nous permet de rentrer, nous, dans différentes activités. On est dans le ski de fond, on est dans le snowboard, on est dans la course à pied, on est dans le vélo. Et en fait, on est sur des activités qui sont très ciblées on-off et avec une petite batterie justement pour ne pas déranger les utilisateurs. Vous êtes venu aujourd'hui avec votre gant, oui. Le gant développé par Clim8. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce gant ? Parce qu'effectivement, quand on le regarde comme ça, il n'a pas l'air différent des autres, mais il l'est pourtant. Ce que je disais, c'est que qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres ? Il n'a rien. Il n'a rien par rapport aux autres et ça, c'est vraiment important. Parce que je veux avoir des vêtements avec la marque que j'aime bien, que je porte, je suis fier de ça et je ne veux pas dénaturer le produit parce qu'il y a la techno dedans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément qui est vraiment important, alors excusez-moi, merci. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre le gant et le système va m'auto-détecter. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite LED qui s'allume et j'ai besoin de rien. Le système a détecté et le gant va commencer à me chauffer, mais juste à la bonne température. Voilà. Donc l'objectif, c'est de rester concentré sur son activité, de ne pas avoir un bouton à appuyer, une nappe à toucher. Ça va s'arrêter automatiquement. Vous voyez. Troisième élément important, ce que je disais, c'est que c'est important que le gant soit super confortable. Et là, pour la première fois, vous avez une technologie qui s'adapte à chacun. Que vous soyez une femme de 45 kg ou vous soyez un homme de 125 kg, aujourd'hui, si vous achetez des vêtements dans le commerce, vous aurez les mêmes wattages, pourtant vous avez des besoins thermiques très différents. La techno intelligente permet en fait vraiment une vraie personnalisation à chacun et adaptée à chacun par rapport à son profil, mais aussi par rapport à l'environnement qu'il y a à l'extérieur. Adrien, vous le disiez, vous êtes au début de l'histoire pour faire se rencontrer ces startups, ces sportifs, ces chercheurs de l'INSEP, parce que néanmoins, vous avez déjà fait des tests. Et sur quel sport ? Exactement. En fait, l'INSEP, c'est une terre d'innovation depuis 60 ans. Elle accompagne la recherche et l'innovation en sport de haut niveau de toutes les fédérations. Et actuellement, on démarre des belles choses. Hier, par exemple, on était au CEA Leti à Grenoble. Ils nous ont montré leur showroom qui est exceptionnel. L'idée, là, c'est vraiment qu'ils viennent une journée à l'INSEP pour présenter en fait, tous leurs objets aux référents scientifiques des fédérations et voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a sûrement des matchs qui pourront se faire. Et puis, je crois que c'est la dernière fois que je parle sur cette table ronde, donc j'ai profité aussi pour faire des invitations. Mais rien n'est préparé, je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Mais je vais faire des invitations. Wendy et Eric, si vous voulez passer une fois à l'INSEP pour voir tout ce qui est mis en place autour de l'accompagnement scientifique des sportifs, n'hésitez pas, les portes sont grandes ouvertes.
Après, sur les questions d'open innovation, si Climate et le COP sportif souhaitent aussi venir à l'INSEP, n'hésitez pas, on sera une joie de vous accueillir. Puis il y a beaucoup d'étudiants aussi dans la salle, donc on sera aussi une joie de vous accueillir sur les hackathons, par exemple. Et puis aussi, je sais aussi qu'il y a des entreprises, donc n'hésitez pas à nous contacter, à passer aussi sur le stand, de passer un bon moment ensemble. Voilà, c'est vraiment Open Innovation à l'INSEP aujourd'hui. C'est la journée Open Innovation. On ne sait jamais, gardez le micro pas trop loin. Je vais peut-être revenir vers vous tout à l'heure, on ne sait pas. Il peut y avoir des surprises, Adrien. Pour l'instant, c'est Eric que je vais interroger sur la partie innovation au Barça. On l'a dit, vous êtes directeur sportif. Désormais, on a entendu tout à l'heure la présentation qu'a faite Raoul sur le Barça Innovation Hub, avec cet outil qui est apporté aux préparateurs physiques, aux coachs, et même à vous, au quotidien. Comment ce hub, il vous aide dans la détection, probablement, des talents? Pas évident. Pas évident. En tout cas, j'ai parlé pas mal de fois avec Raoul, et je le disais tout à l'heure en backstage, que certainement le futur, ce sera recruter des joueurs avec des chiffres, et non aller assister à des matchs. Bien sûr, aujourd'hui, pour moi, c'est difficile à croire, mais voilà, il faut faire confiance aux scientifiques. Maintenant, ce qui est bien pour moi, et j'en apprends tous les jours, c'est que Barcelone veut devenir une référence au point de vue de l'innovation. C'est un club qui a 14 sports, et c'est vrai que dans tous les sports, le club veut faire en sorte d'être à la pointe de la technologie, que ce soit sur les datas, la performance ou simplement les installations, la sécurité. Pas évident, mais que tout le monde ait cette information. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien pour le club d'être ici. Et donner cette info, c'est que le club a la porte toujours ouverte pour toutes les startups, pour toutes les compagnies. Vous avez du boulot, parce qu'il faut aller à l'INSEP, au Barça. Vous avez un joli road trip. Le club essaie de créer un écosystème avec des universités, des centres de recherche, des startups ou toutes les compagnies qui sont dans l'industrie du sport, essayer de leur faire des tests et être au plus près des athlètes comme à l'INSEP. Et puis à partir de là, essayer de les accompagner dans le futur, parce que le Barça, c'est une référence mondiale au niveau du foot. Et puis à partir de là, quand tu as la marque Barça derrière toi, tu sais que beaucoup de portes peuvent s'ouvrir. Donc vous êtes tous invités à venir nous présenter tout ça. Un club à la pointe et pas seulement sur la pelouse, aussi dans les coulisses. Eric, merci pour ces explications. Marc-Henri Bossière, sur vos produits, concrètement, comment vous travaillez, comment vous les développez? Vous avez un exemple que vous nous avez apporté, vous allez nous en parler et nous dire ce qu'il a de spécifique, ce maillot. Vous savez quand même que vous êtes à Lyon avec un maillot vert, mais bon, on vous accueille. J'avais pas réagi quand on a préparé le truc Saint-Etienne, et quand je vous ai vu avec votre maillot vert, je me suis dit ouf, est-ce qu'on ose ou pas? Oui, on ose, parce qu'aujourd'hui on accueille tout le monde, évidemment, les portes sont ouvertes. La tech, c'est ouvert. Donc la mise au point, elle part par chez nous d'avoir remis une usine en France avec des couturières qui savent faire un beau modèle de maillot. Donc c'est le fit. Je suis content d'entendre Wendy parler de ça, parce que ça, c'était vraiment la première base du projet. La deuxième, c'est définir une matière dans laquelle on se sent le plus confortable au toucher et au porter, mais aussi dans le sens qu'elle a derrière. Donc cette matière avec laquelle joue Saint-Etienne cette année, ça fait déjà maintenant 2 ans, c'est du coton. Et c'est un coton bio cette année même. Malheureusement, on ne peut pas étendre les collections plus, puisque le coton bio, il n'y a pas assez de production aujourd'hui pour pouvoir le faire. Mais dès qu'on peut, on essaie d'introduire toutes ces notions écologiques qui vont derrière. Donc, le deuxième point, quand on travaille sur des ressources naturelles, c'est la problématique de la technologie ou de sa performance. Aujourd'hui, on est sur des matières synthétiques principalement. Le problème de la matière synthétique que nous, on voit arriver dans les prochaines années, c'est que la transpiration, on a des transpirations de type, on a l'acide et on a la basique. Ces transpirations sur une matière synthétique, elle vient casser les ingrédients que l'on met pour fixer le colorant. Et ces ingrédients-là sont extrêmement nocifs pour le corps humain. Extrêmement nocif pour le corps humain. On va s'en rendre compte très prochainement. Et donc, cette transpiration vient casser ça
et la peau étant une membrane, le corps absorbe ces substances-là. Donc tout le travail qui a été fait, c'est sur le coton, être capable d'en faire un produit de performance. Le problème du coton, c'est qu'il boit l'eau et donc il devient lourd et pas agréable à porter. Ce qui fait que la première des choses qui était dans la recherche-développement, que l'on a amené avec nos équipes en France, c'est de faire que l'eau ne rentre pas sur le maillot. Pardon pour la scène. Ah oui, on a vu l'eau. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, peut-être. Sur la caméra. Je ne sais pas où. Voilà, peut-être. On voit très bien que l'eau coule et n'est pas absorbée par le maillot. Ça va sécher sur la scène, ne vous inquiétez pas. Ne mouillez pas les micros, surtout. Voilà. Terre d'expérimentation, Sport Unlimited aujourd'hui. Le maillot n'est pas mouillé. Donc il y a plusieurs fibres naturelles qui vont pouvoir se mettre là-dedans. Le carbone est une fibre naturelle. Voilà. Donc on va travailler sur toutes ces matières-là mises avec le coton qui vont pouvoir rester sur des matières naturelles. Voilà. Ça, c'est vraiment la première des choses. Au Coq Sportif, on a vraiment un secteur recherche et développement qui travaille sur tout ça. Vous nous avez parlé des couturières, mais vous avez des services dédiés. On met des moyens, on investit justement pour travailler ces nouveaux produits. C'est pas toujours évident parce que la science, les scientifiques ont des raisonnements qui sont propres et le monde du sport, le monde de l'entreprise, je pense que mon collègue de Clim 8 en parlera mieux que moi, mais c'est toujours très difficile de savoir où va arriver l'innovation. Pour le coup, c'est tout un système qu'il faut mettre en place et attendre une étincelle qui va arriver. Chez nous, l'étincelle est arrivée des usines, d'ouvriers qui travaillent sur des machines et qui ont des idées qui viennent tout d'un coup apporter ce dont on a besoin. Est-ce que ces produits, on en parlait tout à l'heure de prix, est-ce que ces produits sont forcément plus chers ? Oui, bien sûr, tout ce qui est fait notamment en France et tout le développement que l'on peut faire en France est plus cher, mais c'est jamais une question de prix au final. On arrive toujours à trouver des solutions. Aujourd'hui, on fait 100% de nos matières en France. Certes, on va être un peu plus cher que les acteurs du sport aujourd'hui, mais pas plus que 10 ou 15%. Et notre produit va durer beaucoup plus longtemps. Donc, à un moment donné, le consommateur est en train de se poser la question sur la durabilité de ses produits. Et de payer 10 ou 15% pour tenir 2 ans au lieu de 6 mois sur un autre produit, c'est quelque chose qui rentre dans la tête du consommateur. Aujourd'hui, je porte une paire de chaussures, je ne sais pas si on peut la mettre à la caméra, mais une paire de chaussures qui a l'air d'être du cuir, mais qui est 80% du blé. Allez-y, remontez le pied, voilà. Hop là, on voit, la caméra est arrivée jusqu'à vous. Voilà. Donc 80% du blé. 80% de rejet de blé. Quand il va repartir, vous verrez les chaussures. 80% de rejet de blé, donc pas le légume, mais bien ce qui est rejeté. Et puis on a encore 20% de produits chimiques pour fixer faire l'amalgame. Et puis on a du caoutchouc naturel et que de la couture, donc pas de colle. Voilà. En enlevant certains produits chimiques qui deviennent très chers aussi, on n'est pas forcément dans la démarche du prix le plus élevé. Et à force de simplicité, on peut tout d'un coup tomber sur quelque chose qui est tout à fait accessible. Cette chaussure sera bientôt dans le marché, elle sera accessible. On est au retour au naturel, hein, on l'entend dans vos mots. Moi, j'ai quand même entendu que dans le gant et dans le maillot, il y a des batteries. Florian Miguet, est-ce qu'on travaille sur un produit quand même plus green et plus éco-responsable parce qu'une batterie reste une batterie ? Absolument. Et dans l'approche qu'on a, hein, c'est qu'aujourd'hui, le gant est dans le commerce. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est des produits c'est plus la science-fiction, c'est des produits qui existent déjà. Donc avec Audelot, avec Ixon, avec différentes marques sur le marché français et européen. Notre approche aussi green, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une batterie. Parce que c'est nécessaire pour chauffer. Par contre, dans la conception du produit, c'est plein d'éléments. C'est pas simplement jouer sur avoir une partie du produit qui est en fibre recyclée pour nous. On travaille dès à présent, sur la deuxième génération, d'utiliser plus de batteries. On ne va plus livrer des batteries, mais on utilisera des batteries que vous avez à la maison. Premièrement. Deuxièmement... Donc, je recharge mon gant sur la batterie de mon téléphone ou de mon ordinateur ou un powerbank que vous avez absolument. L'idée, ce n'est pas de surconsommer. L'idée, c'est d'utiliser au maximum des choses existantes. Deuxièmement, en termes
Le but d'un gant ou d'un vêtement isolant, c'est, au lieu d'avoir 2-3 couches, c'est d'en avoir plus qu'une. Donc forcément, moins de consommation, moins de rejet. Et troisièmement, et pas des moindres, c'est important que nous, en fait, dans le produit, en conception, donc en termes on soit complètement green, mais aussi en fin de vie, la façon dont le produit est recyclé. Donc ça fait partie intégrante du produit. Aujourd'hui, on est à la pointe parce qu'il n'y a pas de normes mondiales sur le vêtement connecté. Donc c'est notre mission de mettre des normes les plus exigeantes possibles pour l'utilisateur, pour la terre, mais aussi pour pas que le marché soit inondé de produits qui soient nocifs et de faible coût. Voilà. On travaille là-dessus pour plus d'éco-responsabilité. Dernière Absolument. question, Florian Miguet, est-ce que nous serons demain, grâce à ces vêtements, grâce à ces équipements, des humains augmentés? Non, je pense que la base de tout, ce qu'on disait, c'est l'humain. La clé, c'est l'humain. Prenez le vêtement. Aujourd'hui, vous connaissez tous le e-bike? Oui? Ouais. Bah, écoutez, la perception que nous, on a, c'est que le vêtement intelligent, c'est l'e-bike il y a 5 ans. Donc on sera exactement, le e-bike permet pour certains d'aller plus souvent au travail, d'autres, le vêtement connecté chauffant va permettre de sortir de façon plus régulière dehors. Donc c'est une amélioration du confort pour permettre à plus de gens d'être dehors, faire plus de gens de faire des activités et plus de gens qui s'amusent par rapport à l'activité qu'ils font. Bon, Wendy, je suis désolée, ça ne va pas vous empêcher de faire du fractionné. Vous aurez peut-être moins froid avec le t-shirt, mais il faudra quand même transpirer un peu. Bah, bien sûr, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été tous avec nous, avec vos expériences différentes. C'était un plaisir de retrouver Eric Abidal ici à Lyon. Un grand merci d'être venu, Eric. Un grand bravo à Wendy pour son parcours à l'Olympique Lyonnais en équipe de France. Très bonne fin de saison, très belle saison à vous et rendez-vous à l'INSEP, si j'ai tout compris.